Didier Darcet, bonjour, merci d'être avec nous sur Grand Angle Éco aujourd'hui. Bonjour Richard. Il y a un sujet sur lequel je voulais te questionner, c'était la chute de l'euro. Oui. Par rapport au dollar, puisque voilà. La question est, j'ai entendu certaines personnes qui disaient qu'on pourrait voir un euro à 50 centimes du dollar. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir 2 euros pour un dollar. Aujourd'hui, on en est loin, on est plutôt à la parité, grosso modo, à 1 pour 1. Ouais. On va pas essayer de faire de la prévision parce qu'en fait on n'en sait rien et c'est pas, on n'est pas Madame Irma. Ouais. Mais quelles seraient les conditions macroéconomiques qui feraient que l'euro puisse se dégrader à ce point en gros? Est-ce que c'est quoi le chemin, la pente désagréable qui nous emmènerait vers ça? Alors, c'est une vision assez forte. Hein. C'est vraiment l'effondrement de 50% par rapport au dollar de l'euro. Donc, tu peux le voir des deux côtés. C'est-à-dire que, bon, je rentre dans ton scénario, hein, que je trouve quand même à court terme, enfin bon, il est quand même assez violent. Un peu plus, un peu plus violent. Bon, enfin, il est amusant. Hein. Un peu pushy. Il est assez amusant, c'est amusant de l'examiner. Donc, il peut être de deux manières. Soit c'est le dollar qui s'envole vertigineusement. Voilà. Soit c'est l'euro qui s'effondre vertigineusement. Alors, pour l'instant, l'euro s'est effondré pas mal, d'à peu près presque 20% contre le dollar, mais pas contre les autres devises. Pas contre le yen, pas contre le... Et là, il est en train de rebondir contre le yen, tu vois, de façon spectaculaire. Pas contre la plupart des autres devises mondiales. Donc, l'euro a chuté, mais c'est surtout un phénomène dollar. Bah, sur le franc suisse, il a pris cher quand même. Hein. Je peux te dire que les courses, c'est pas les mêmes. Bien sûr. J'ai oublié le franc suisse, excuse-moi. Bien sûr, comme toujours. Ça, c'est vrai, bien sûr. Évidemment, le franc suisse. Mais disons que c'est surtout un phénomène dollar. Donc, ça veut dire que cette espèce de grande chute, c'était fortement un phénomène dollar. Donc, en gros, la question à ce moment-là, c'est est-ce que le dollar pourrait s'envoler encore plus? Voilà. Alors, c'est des conditions... Bon, les actifs en dollars sont très chers. Le dollar est surévalué. Toutes les pressions en faveur du dollar. Les Américains commencent à avoir peut-être un ralentissement de leur activité, etc. Enfin, il y a énormément de conditions qui montrent que ce cycle de dollars extraordinairement puissant est peut-être en train de s'épuiser un tout petit peu. Bon, donc l'idée que tout d'un coup le dollar double, tu vois, près de 100%, bon, dans une configuration normale, non. Maintenant, tu peux avoir des configurations apocalyptiques. Une configuration apocalyptique, par exemple, ça serait de l'autre côté, c'est pas que l'euro perde 50%, c'est qu'il explose. Fragmentation de la zone euro. Et alors là, tu peux très bien avoir un truc comme ça. Ça, c'est tout à fait possible. L'euro franc ou l'euro lire, 40 ou 50% plus bas, c'est dans le domaine du possible. Peut-être pas 40 ou 50, mais c'est du domaine du possible. Donc en fait, l'histoire de l'euro qui baisserait de 50% par rapport au dollar comme ça me semble assez difficile parce que la zone euro elle-même, elle est passée déficitaire. Tu vois, en commerce extérieur, que tu jamais, hein, bon, de quelques pourcents, mais de quelques pourcents. Tu vois, elle n'est pas en train d'exploser. Mais ça pourrait s'aggraver. On ne sait pas, mais ça prendra du temps. Enfin, tu vois, bon, on n'est pas dans un scénario catastrophe comme ça. En revanche, un risque d'implosion de la zone euro, c'est toujours possible. C'est toujours possible parce que on a des États qui sont très endettés. Donc, on a l'Espagne, la France à 120%, on a l'Italie à 150%. On a les taux d'intérêt qui commencent à remonter, tu vois, doucement. Là. Bon, on a commencé à faire des études sur toutes ces dettes. Donc, cette notion de trappe à dette, est-ce que les États bientôt, dans les 2 ans, dans les 3 ans, dans les 5 ans, vont se retrouver en situation où ils n'arriveront plus à payer les intérêts de la dette qui est en train de monter, des taux d'intérêt qui sont en train de monter. Donc, c'est des calculs qui sont très ennuyeux à faire parce qu'il faut prendre tous les titres, il faut tout regarder, il faut faire des hypothèses de renouvellement de chaque type. Bon, c'est effrayant le travail. Mais ça, bon, grande conclusion, si tu veux, c'est que pour la dette française, par exemple, dans les 2 ans qui viennent, non. Il n'y a pas de problème majeur. C'est-à-dire que le taux moyen de la dette va monter de quelques dizaines de points de base. Bon, ça va pas être catastrophique. Par contre, dans les 4-5 ans à venir, alors là, c'est beaucoup plus embêtant. C'est-à-dire on est sur une trajectoire qui n'est pas tenable. C'est-à-dire qu'on va converger vers un niveau de taux d'intérêt, compte tenu de la croissance possible de la France, qui fera que, en fait, toute notre croissance sera utilisée pour payer les intérêts de la dette. C'est-à-dire qu'on n'aura plus aucun argent pour faire autre chose, tu vois, pour renforcer tout ce qu'on veut renforcer. Ouais. Donc, on a un problème quand même entre 2 et 5 ans. Donc, ça veut dire que là, si on rentre dans des situations comme ça, la pérennité de la zone euro, s'il n'y a pas de changement radical, s'il n'y a pas de changement de politique, s'il n'y a pas d'épargne, s'il continue à faire des déficits comme on les fait aujourd'hui avec des dettes qui montent,
on a une possibilité d'avoir un éclatement de cette zone, d'autant plus qu'on voit que les Allemands en ont ras-le-bol, ils en ont marre. Eux-mêmes, ils sont en train de faire des relances budgétaires, enfin des dettes de 200 milliards pour essayer d'aider, etc. Donc on voit qu'il y a des tensions qui sont en train de monter de partout. Donc l'hypothèse d'un éclatement de la zone euro entre 2 et 5 ans, c'est une hypothèse qu'il faut considérer dans un portefeuille, à mon avis. Elle n'est pas irréaliste, elle n'est pas 0,5 chance sur 100. Et quel est le rôle de la crise énergétique là-dedans? Parce que fondamentalement, on peut se dire si l'Union européenne rentre structurellement en déficit d'énergie en volume, alors c'est qu'elle rentre en décroissance contrainte. Alors elle rentre en décroissance. Il n'y a pas moyen de faire de la croissance s'il n'y a pas les barils et s'il n'y a pas le gaz. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que tu as toujours la possibilité d'essayer de faire des économies d'énergie. Alors, parce que tu vois, si tout d'un coup, on commence à le voir partout, puisque on en parle. On en parle. Mais on en parle aussi beaucoup en Allemagne, hein. On en parle beaucoup, je te disais. On disait, je disais ça dans l'article, c'était assez drôle. Les gens se rendent compte, disent, est-ce que tu as déjà ouvert ton gaz ou pas? Ils disent pas ça en allemand, je sais pas comment on dirait ça, mais est-ce que tu chauffes déjà chez toi ou pas? Donc, en fait, c'est dans les têtes. Alors, est-ce que cela va avoir bientôt on verra restaurant chauffé. Restaurant chauffé, restaurant pas chauffé. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une possibilité pour l'Europe d'essayer de faire de la productivité dans ce domaine-là. Alors, quelle va être mais aujourd'hui, on parle des économies, mais personne n'en fait. Je crois que c'est 1 ou 2%. Exactement. Enfin, Exactement. Donc, le risque énergétique est assez considérable en Europe, et en plus, il n'est pas le même partout. Donc, il est très fort en Allemagne. Donc, ça veut dire qu'il y a des tensions qui sont en train de se créer entre la France et l'Allemagne et l'Italie. Donc, ça veut dire que géopolitiquement, on est quand même dans une situation difficile. Et en plus, comme il y a une inflation qui est très forte en Allemagne, les Allemands essayent de se dire, on va essayer de protéger nos épargnants, on va protéger un peu ce qu'on a fait en France, etc. Et pour faire ça, les Allemands ont des marges de manœuvre beaucoup, beaucoup plus importantes que nous, financières, puisque eux, ils ont géré leur compte public beaucoup, beaucoup mieux que nous, puisqu'ils ont, ils ont à peu près 2 fois moins de dettes sur PNB que nous. Donc, ils peuvent, eux, se permettre d'aller utiliser des marges de manœuvre qu'ils n'ont pas grillées pour les dernières années, alors que nous on peut pas. Donc ça nous énerve qu'ils utilisent ça et qu'ils puissent se refinancer à des taux beaucoup moins forts que les nôtres, avec les nôtres qui montent. Donc ils essaient de mutualiser, il y a des discussions énormément au niveau de l'Europe. Donc ça veut dire qu'il y a des tensions politiques internes à l'Europe aujourd'hui, qui fait que si par hasard les taux commencent à monter un peu plus fort parce que le marché commence à se dire je vote pour l'un et pas pour l'autre, donc s'il commence à y avoir des spreads sur les taux entre l'Italie, la France, l'Espagne, l'Allemagne, etc. qui montent, les spreads qui montent, c'est une forme de prix de l'éclatement possible de l'euro. Donc il faut absolument suivre les spreads, non seulement gouvernementaux. Donc les écarts entre les taux d'intérêt dans chaque pays. Les écarts entre... Comme en 2010-2011. C'était ça. Donc il faut vraiment suivre ça, parce que ça c'est un risque. Et si vous voyez des spreads qui s'envolent, ça voudra dire que l'euro lui-même n'arrive plus à contrer cette divergence. Donc ça veut dire que l'euro lui-même est en risque de fragmentation. Et à ce moment-là, on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. Donc ton hypothèse à ce moment-là d'un euro qui vaut 50%, il devient possible, tu vois, dans certaines mesures. Tu pourras avoir des dévaluations massives des pays du Sud pour que justement ils retrouvent un certain niveau de compétitivité, etc. C'est le scénario un peu catastrophe que je vois qui rend possible ce que tu proposais. Parce que aujourd'hui, sur la liquidité sur les banques centrales, il n'y a plus de munitions, on est d'accord. C'est-à-dire que si jamais il y a des tensions qui apparaissent, la machine à imprimer les billets, elle est quand même... c'est ça le problème aujourd'hui. On ne sait pas trop comment régler les problèmes comme on faisait d'habitude, quoi. Maintenant, la Banque centrale dit c'est plus moi qui achète vos dettes, messieurs les gouvernants. C'est plus moi qui les achète. Vous devez les lever par l'impôt. Ou alors vous devez avoir cette dette qui monte, mais vous devez les financer par l'impôt. Ah, mais quand on est à plus de 50% d'impôt, déjà... je sais, donc on a des problèmes, donc on a des gros problèmes. Et quand Mon père me disait, on tombe pas un œuf. Mais oui, et tu regardes par exemple la trajectoire française, prévision budgétaire pour l'année prochaine, encore plus de 5% de déficit. Avec probablement rapport du FMI, ça va se durer comme ça pendant 3 ans. Wow. Donc on est parti, en plus des intérêts de la dette qui sont en train de monter, sur 15% de plus, là. Tu vois, il y a un moment donné, on sait que ça n'est pas possible. Ton scénario catastrophe, il est pas si... Enfin, ton scénario improbable, il est pas si improbable que ça quand on y réfléchit. Il n'est pas si improbable, c'est ce que je dis, à l'échéance
3-5 ans, tu vois, 2-3-5 ans. Ouais, parce qu'en fait, on est encore encore sur un stock de dette qui ne coûte pas trop cher. On a encore la marge de manœuvre. On en remplace 10-15% par an. Donc, tu vois, on a encore le temps. Donc, mais tu prends, au bout de 3 ans, bah, t'en as remplacé 50%. Par contre, on serait pas sur une pente progressive. On serait sur une cassure à un moment, quoi. Bah, on serait sur, tout d'un coup, une montée des taux et ensuite, tout dépend de la façon dont réagit le marché. C'est-à-dire que si tout d'un coup, les types disent, moi, j'en veux plus de cette dette parce qu'ils me rembourseront jamais. Paf, tu vois les taux qui montent violemment, et là, tu sais que l'État peut plus payer des intérêts comme ça. Donc, est-ce que la Banque centrale intervient ou pas? La Banque centrale dit non, je peux pas parce que l'inflation est trop forte, et t'as un risque de fragmentation de l'euro. Bon, ce sont des scénarios un peu catastrophes que je veux décrire, mais ta question, c'était ça. C'était qu'est-ce qui rendrait possible un scénario catastrophe de ce type-là? Et à mon avis, c'est plutôt quelque chose comme ça. Alors, il y a deux termes différents. Il y a scénario catastrophe et il y a la probabilité du scénario. Tu parles d'un scénario catastrophe, mais en termes de probabilité, ça n'a pas l'air si improbable. Non, c'est pour ça que je dis qu'elle n'est pas, il faut absolument la considérer. C'est pas complètement déconnant, mon histoire. Non, ce n'est pas complètement machin. Simplement, c'est une fragmentation de l'euro. Qu'est-ce que ce sera cet euro? Ça ne sera pas, c'est-à-dire que si tu dis c'est le dollar contre l'euro Deutschmark, ça n'a pas de sens. Si tu dis c'est le dollar contre l'euro lire, oui, c'est possible ça. Et l'euro franc, oui, c'est possible ça. Ça c'est tout à fait possible. Mais c'est pour dans 2-3 ans. Mais il se passera pas grand-chose, en tout cas en termes de nécessité de dépenses publiques sur la dette, on le verra pas encore pendant 2 ans ou très peu. Ça sera masqué, mais en fait c'est en train de couver. En train de monter. L'inertie est là. L'inertie est là parce qu'on va épuiser petit à petit les dettes qui ne coûtaient pas cher et les remplacer par les dettes qui coûtent cher. Donc ça veut dire que les marges budgétaires vont être de plus en plus faibles. Or, on est déjà en déficit structurel et on est déjà à des déficits de 5%. Donc c'est embêtant puisqu'on sait que on va avoir une charge de la dette qui va monter d'ici 2 ans. Ça va monter comme ça. Donc voilà, ce serait le moment de faire des gros efforts. Mais faire des efforts, ça veut dire qu'en même temps, on est en contraction, tu vois, on est en contraction de croissance, probablement. On est déjà en récession, probablement, je pense, ce trimestre-là, j'imagine. On le verra à la fin de l'année, mais je pense que c'est déjà le cas. En plus, l'énergie coûte cher, les gens sont pas contents, donc on dépense de l'argent pour les protéger. Hop, on refait du déficit budgétaire qui va nous placer dans une situation encore plus dangereuse dans 3 ans. Donc on est quand même dans une situation qui est assez embêtante. Donc bon, c'est comme toujours. Hein. Il faut épargner, il faut dépenser moins que l'on ne crée comme richesse. C'est la base de tout. Et nous, ça fait trop d'années qu'on dépense plus que ce qu'on crée comme richesse. Donc, à un moment donné, il va falloir non seulement éponger les dettes, mais aussi revenir dans une façon de gérer nos comptes publics plus saine. C'est pour ça justement que dans la lettre qu'on rédige ensemble, l'idée des portefeuilles qu'on monte, c'est d'arriver justement à être conscient de ces tendances, qui sont pas réjouissantes, mais aussi d'arriver à se projeter un peu dans le temps. Et en fait, on avise à chaque étape, à chaque mois, en regardant comme si hier n'existait pas. Oui, c'est ça. Et c'est ça, en fait, qu'on essaye d'expliquer, c'est quel est le processus, en fait, qui conduit à ces choix-là. Voilà, c'est ce processus-là. Et puis, c'est essayer d'éviter les grandes catastrophes. Donc, vous avez remarqué que dans nos portefeuilles, on n'a pas d'euro, par exemple. Mais oui, mais c'est pas parce qu'on n'aime pas l'euro en tant que tel. C'est parce que les risques sur cette zone sont beaucoup plus importants que dans d'autres zones du monde. Donc, on a mis beaucoup de dollars. Ça a très bien marché. Là, le dollar, moi, je pense que ce mois-ci, ça va faire un peu plus mal dans le sens parce que le dollar, tu vois, revient. Enfin, si vous le regardez depuis février, c'était un choix absolument remarquable de faire ça, de se sortir de l'euro. Donc, on a complètement évité la dévaluation de l'euro. Donc, ça a permis de compenser d'autres choses, etc. Donc, maintenant, c'est un petit peu la même chose. Ça veut dire que il faut essayer d'éviter les zones extrêmement dangereuses. Alors, l'euro à 0,50, bon, moi, je dirais 0 chance dans les 2 ans qui viennent. Après 2 ans, tout dépend de la possible fragmentation de l'euro et ça va dépendre des politiques publiques et de la façon dont le marché va accepter de refinancer cette dette. Et si on va dans un monde qui se sépare, comme on avait déjà parlé avant, en plusieurs mondes, ça veut dire qu'il faudra aller chercher cette épargne ailleurs. Mais si on est dans un monde qui est moins mondialisé, qui est plus sectorialisé, etc., on pourra pas aller la chercher ailleurs, cette épargne. Donc ça veut dire qu'il faudra arrêter de se dire que c'est les pays émergents qui nous payent nos déficits pour garder de la monnaie sûre dans leur compte. Ça n'arrivera plus, ça. Et si ça n'arrive plus, ça veut dire que cette monnaie-là, ce sera nos épargnants, nous-mêmes, qui devront la garder. Donc, ça veut dire ce que je disais, ça veut dire qu'il faut travailler 100 et il faut épargner 10. Il faut pas travailler 100 et dépenser 110 en prenant de la dette. Donc, ça veut dire que pour nous, c'est un ajustement du niveau de vie important, mais c'est aussi un ajustement psychologique sur la façon dont on va considérer nos comptes publics comme nos comptes privés. Il faut arrêter de dépenser au-delà de nos moyens.
Et ben voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner à la lettre. Donc, on corrige ensemble. Il y a une fiche en haut à droite de l'écran ou via les liens en description. Et puis, on va surveiller ça, en fait, parce que toutes ces réflexions sont intéressantes, mais c'est vraiment au mois qu'il faut examiner les choses, quoi, sans a priori. Non, il n'y a pas d'a priori. Si on a une bonne surprise, si on a une bonne surprise, peut-être qu'on achètera de l'euro dans 2 ans. Mais tout à fait, mais bien sûr, tout à fait. Pas de religion, pas d'a priori. Pas de religion, absolument. Absolument. Merci beaucoup, Didier. Merci à toi, Richard.